En manchette aux actualités TVCO cette semaine, Caroline Desbiens nous explique pourquoi le Bloc québécois votera contre le budget fédéral. Le projet d'école alternative dans Charlevoix est relancé. Est-ce la fin du camping illégal dans notre MRC? Plusieurs dossiers chauds à l'île aux Coudres. On en parle avec le maire Patrice Desgagnés. Ménage du printemps en compagnie d'Annie Bouchard au Centre communautaire Pro-Santé. Et au sport, on parle du Mont-Grand-Fond qui sera dorénavant ouvert à l'année. Bienvenue aux actualités TVCO. On apprend que le Bloc québécois votera contre le budget qui a été présenté au Parlement à Ottawa cette semaine et notre députée, Caroline Desbiens, nous explique pourquoi. Le budget fédéral est sorti le 19 avril et le Bloc québécois s'y oppose. Madame Desbiens, est-ce que ça signifie que vous allez déclencher les élections? Oh, question percutante. Je ne pense pas que nous déclenchions les élections. D'ailleurs, nous avons donné une main tendue au gouvernement. Nos deux demandes étaient claires bien avant le budget et ce sont les mêmes après le budget, c'est-à-dire ne pas abandonner les aînés. Ce qu'on veut, c'est une aide définitive, urgente, imminente et justifiée pour les aînés, c'est-à-dire 110 $ par mois permanent. Et à partir de 65 ans, pour nous, c'est très important. 2 classes d'aînés, ça n'existe pas. Les coûts sont les mêmes, les loyers sont les mêmes, l'épicerie coûte la même chose pour quelqu'un de 65 ans que 75 ans. Maintenant, l'autre grande demande, c'est qu'il y ait un effort immédiat de transfert en santé. Bon, on aurait été probablement prêt à accepter de ne pas aller directement, systématiquement à 35 %, mais au moins que le gouvernement, dans l'immédiat, fasse un effort pour donner une espèce de petits respirateurs à nos systèmes de santé provinciaux. Et c'est une obligation du fédéral de verser 50 % des dépenses provinciales en transfert en santé. Pour le moment, on est à 22-23 %. Ça fait plusieurs années que le fédéral appauvrit les systèmes de santé provinciaux. Et le résultat de ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On parle de malades qui ne sont pas soignés, qui sont reportés. On parle de délestage. On parle de CHSLD qui n'ont pas reçu des services dignes. Et tout ça n'a pas abouti avec la pandémie. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Ça fait longtemps que les provinces réclament un geste concret du fédéral. Alors, pour nous, c'était comme... C'est l'insulte à l'insulte de ne pas au moins faire un effort. Alors, nos deux demandes, c'était ça. On les a réitérées dans un sous-amendement qui a même été... même les conservateurs ont voté contre, alors qu'ils sont censés être pour les transferts en santé et pour l'aide aux aînés. Donc, je ne pense pas que ce soit nous qui allons renverser le gouvernement, parce que le gouvernement avait l'occasion, en répondant positivement à nos demandes ou en faisant un effort minimal, avait l'occasion de nous mettre de leur côté. On leur a dit qu'on voterait avec le budget s'ils faisaient ça, s'ils nous donnaient nos deux demandes. Donc, il a refusé lui-même. Donc, ce n'est pas nous. Si jamais on va en élection, ce n'est pas nous. C'est lui qui a refusé, tout simplement, les demandes qu'on a faites. Qui sont des demandes, j'insiste, des demandes qui sont unanimes de toutes les provinces et le Québec. On parle d'un déficit quand même de 155 milliards de dollars et on parlait là, de 101 milliards de dollars sur 3 ans pour le budget. Est-ce que vous trouvez que M. Trudeau serait trop généreux et peut-être au mauvais endroit? Nous autres, on est là pour surveiller ça. Donc, quand c'est tout proche, on le dit, et vous le savez, on l'annonce. Je pense que le Canada, avant la pandémie, avait une situation économique, je ne le pense pas, là, c'est des choses c'est des économistes qui se sont avancés là-dessus. Le gouvernement était dans une situation économique enviable, donc dans les meilleures situations économiques. Donc, sa capacité, au moment où le coût de la dette est minimal, qui n'a jamais été aussi bas, il n'y a rien qui est aussi alarmant que si on était en mauvaise situation. Maintenant, il y a des pays dans le monde qui ont emprunté autant que nous, sinon plus, et qui ne sont pas dans les mêmes conditions d'emprunt. Donc, nous, il y a quand même une certaine sécurité à dépenser autant. Et je pense que c'est une bonne manière de réinjecter rapidement dans l'économie pour démarrer tout ça, supporter les entreprises, maintenir les employés, les emplois, le lien d'emploi avec l'employeur et l'employé, avec la subvention salariale, graduellement, en fonction de la reprise, évidemment. Donc, on sent qu'il y a une opération séduction très électoraliste. On le sent très bien. Puis je pense que les gens aussi
sont capables de lire là-dedans. Les Québécoises et les Québécois ne sont pas dupes, contrairement à ce que M. Trudeau puisse penser. Alors, je pense que les gens vont faire leur déduction eux-mêmes à ce moment-là et comprendre que sans le Bloc, il y a un paquet de ces sommes-là qui ne seraient pas versées au Québec en ce moment. Donc, on s'en réjouit. On est très contents. Merci beaucoup, Mme Desbiens. Merci, à la prochaine et bon printemps. C'était Caroline Desbiens, députée du Bloc québécois dans la circonscription Beauport-Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré et Charlevoix. Un projet d'école alternative dans Charlevoix est présent dans les discussions depuis déjà quelques années. Et cette année particulièrement, il y a un groupe de parents qui se mobilise à nouveau pour aller de l'avant. Et pour en parler, j'accueille Charlotte Posy, qui est la représentante du groupe de parents, qui actuellement fait la promotion d'une école alternative dans Charlevoix. Bonjour. Bonjour, Martin. Madame Posy, j'aimerais d'abord savoir pourquoi une école alternative? Pourquoi les parents disent ce qu'on a, là, ça ne fait pas notre bonheur, on veut une autre école? Pourquoi on va dans ce chemin-là? Moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas une école alternative? Finalement, on se retrouve à vivre dans Charlevoix, avoir fait quand on arrive dans Charlevoix, quand on vit dans Charlevoix, moi je ne suis pas native d'ici, vous l'entendez, mais quand on choisit Charlevoix, on choisit un univers, on choisit un environnement très riche. Oui. On choisit le fleuve, des montagnes, des parcs nationaux, et on se retrouve finalement dans une école assez fermée. Et nous, on a envie d'ouvrir les murs de l'école, d'amener les enfants à plus vivre leur environnement. Et aussi leur communauté. Charlevoix, c'est tissé serré, on le sait. C'est Oui. beaucoup d'implications. Et on a envie de finalement ouvrir l'école sur la vie, qui est plus d'un côté la vie, d'un côté l'école, puis que tout ça soit mêlé et ensemble. Et c'est vrai que c'est peut-être l'énergie de Charlevoix qui a porté ce projet en premier. Mais pourquoi une école à côté de l'école? Dans bien des endroits, si on veut, par exemple, il y a des programmes sport-études, il y a des programmes musique-études. Est-ce qu'on ne peut pas penser à une école, à un programme alternatif ou un programme plein air-études que vous On y pourriez pense. proposer? On y pense parce que l'école alternative peut prendre bien des formes. Elle peut être soit une école à part entière, Oui. elle peut aussi être une école dans l'école et elle peut être un volet alternatif d'une école régulière. Si on parle de Forget, on Oui. partage totalement les valeurs de Forget. La coopération, la bienveillance, tout ça. Moi, je suis moi-même au conseil d'établissement de l'école Forget et je suis super satisfaite du travail qui est fait et puis des valeurs qu'on y défend. Et on porte les mêmes valeurs. On a une façon de faire différente et on peut tout à fait cohabiter, bien sûr. En quoi le programme d'une école alternative est vraiment différent En fait, du programme d'une école comme Forget, qui est quand même orienté déjà vers la culture et le savoir? L'école alternative, elle a des piliers qui sont propres à toutes les écoles alternatives, à savoir le multi-âge. Donc, on ne va plus avoir les enfants âge par âge dans chaque classe. Ce qui est d'ailleurs dans la vie le seul endroit où on se retrouve classé par âge. Il y a des bienfaits à être mêlés d'âges différents. Pour le vaccin ces temps-ci, quand même. C'est vrai, vous avez Faut le raison. souligner. Mais imaginons des classes avec des petits et des plus grands qui vont pouvoir s'entraider. Les petits vont pouvoir apprendre avec les grands vont être valorisés d'apprendre aux plus petits. Donc ça a beaucoup de valeur, le multi-âge, c'est une des valeurs de l'alternative. Il y a également apprendre par projet. On part vraiment de l'enfant, qui est le moteur de son apprentissage. Qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui l'intéresse, et on va pousser. Et à travers ces projets que l'enfant va mener, il va passer à travers le programme de son année finalement, comme n'importe quelle école élève du régulier. Alors, vous avez relancé cette idée. Vous avez lancé ça à la population. Quelle est la réponse des parents présentement? On a relancé ça il y a 2 ans maintenant. Il y a eu tout de suite une espèce d'engouement pour ce projet-là. On a senti que ça vibrait, là, on se faisait beaucoup relancer. Puis là, récemment, cette semaine, on a lancé le site Internet de l'école et on a été très surpris. Et en même temps, pas tellement parce qu'on s'en faisait beaucoup parler. Mais le site Internet, il y a eu comme 500 connexions en 48 heures. On a demandé des déclarations d'intention aux parents. Vous en avez reçu combien? On en a reçu 150 en 2 jours. On en a reçu 150 parents qui sont prêts à engager leurs enfants dans un programme d'école alternative. Ça fait 135 élèves. On est prêt à ouvrir. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et est-ce que ça pourrait garantir à long terme la survie d'une école alternative ou c'est Mais une je pense que cohorte oui. qui s'en va parce que ça prend des enfants là, pour tenir une institution comme celle-là? Mais ça prend une volonté surtout d'ouvrir cette école maintenant. C'est là qu'on est rendu. C'est ça finalement aujourd'hui là où on en est, c'est
c'est s'adresser au centre de services scolaires puis leur dire « Voulez-vous cette école ?» Mais on est là. Oui, on est là. On est là présentement. Et quelle est la réponse du centre de service On scolaire l'attend. là-dessus? Vous l'attendez? Vous n'avez pas de réponse de ce côté-là? Non, mais ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus de questions que cette simple question-là, finalement, parce qu'il y a toute une organisation, bien sûr, beaucoup de défis. On ne met pas en place une école comme ça en claquant des doigts, il y a Certainement. plein de questions. Donc, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de travail, mais est-ce qu'on a envie de répondre à ces questions? C'est ça qu'on veut savoir. Tu sais, à un moment, pour tout projet, ça demande de l'énergie, mais il faut avoir une volonté farouche au départ d'aller au bout des questions. Oui. Est-ce que la commission scolaire, est-ce que le centre de service scolaire a cette volonté aujourd'hui? Nous, c'est juste ça qu'on veut Et savoir. est-ce que vous avez un interlocuteur qui est capable Bien au moins sûr. de vous suivre et de vous donner des réponses là-dessus? Avez-vous l'impression Oui. que la commission scolaire va être là pour vous répondre? Écoutez, on sait qu'ils se sont rencontrés. Oui, un des interlocuteurs qui comment dire, qui travaillent dans notre sens, on le sait, qui nous soutiennent. Il nous faut une réponse maintenant d'un ensemble de personnes. C'est plus que 2 personnes qui font le conseil d'administration du centre de service. Donc, Vous avez besoin d'une position officielle. oui, exactement. Et vous seriez On y prêt? va ou on n'y va pas? Oui, et si vous y allez, vous y allez pour quand? Pour la prochaine rentrée? On parle de septembre 2022, si on veut être raisonnable en termes comment dire? De temps requis pour vous mettre en place. Oui, c'est ça, trouver le local, le financement, former les professeurs. Parce que normalement, si vous avez l'apport du centre de services scolaire, vous auriez également une partie du financement qui vous serait octroyé pour votre école. Alors, il y a plusieurs, encore une fois, formules et façons de faire exister cette école qui fait que les financements ne viennent pas toujours des mêmes endroits. Donc, dépendamment du positionnement du centre de service qui irait pour une école ou pour un volet alternatif, Oui. les financements sont différents. Et vous attendez des réponses là-dessus. Absolument. Bien, Charlotte On est Pozzi, impatients. merci d'être venue nous rencontrer ce matin pour nous Merci. présenter ce projet. Merci beaucoup. Alors, c'était Charlotte Pozzi, qui est la représentante là, du comité de parents qui actuellement pousse pour la création d'une école alternative dans Charlevoix. Camping illégal, travaux d'enrochement, problèmes avec les traversiers. Il y a plusieurs dossiers chauds à l'île aux Coudres et j'en parle avec Elisabeth Pailleur. Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour Martin. En fait, j'ai rencontré cette semaine Patrice Desgagnés, le maire de l'île aux Coudres, qui nous a parlé de dossiers concernant l'été qui arrive là, très prochainement. Et on sait que cette semaine, la MRC de Charlevoix a proposé un règlement pour mieux encadrer les campings, en tout cas les gens qui pratiquent du camping sur une base illégale. Oui, exactement. On se souvient des débordements là, qu'il y a eu l'année passée sur l'entièreté du territoire de Charlevoix. Là, ça concerne Charlevoix-Ouest pour le moment. Puis donc, c'est une nouvelle qui va simplifier vraiment la gestion du camping illégal qui se faisait un peu n'importe où, là, si je peux dire. Et qui causait un problème assez particulier à l'île aux Coudres. Exactement. Alors, Patrice Desgagnés a expliqué sa vision sur le règlement. On peut l'entendre à ce sujet. Chaque municipalité va appliquer le même règlement, mais qui est uniforme à la grandeur de la MRC. Fait que c'est plus facile. On a travaillé avec les gens de la SQ aussi qui souhaitaient ça, là. Puis c'est plus facile de l'interpréter. Fait que la SQ, elle va avoir un règlement pour l'ensemble de la MRC. Quand il arrive des événements comme l'année passée, vous êtes conscient de ce qui est arrivé au mois de mai l'année passée à Lille, à l'église Saint-Louis, là. Ben, je pense qu'il fallait trouver une façon de gérer ça. Sur l'île, on a 3 campings. Fait que quand les gens me disent qu'il n'y a pas de place, c'est borderline parce que c'est sûr que tu vas appeler le 15 juillet dans un camping, puis tu vas dire, ben moi, j'ai un Winnebago, c'est 3 services. Avec 3 services, on est plein. Mais quand ils s'en vont sur des lieux publics, ils n'ont pas 3 services. Fait que s'ils avaient demandé un terrain sans service à une des 3 entreprises de l'île, je suis sûr qu'il y avait de la place. Mais c'est parce que quand on voit ça, tu vois que les gens utilisent les égouts fluviales de la route pour vider le faux septique, etc., etc. C'est non, sur le bord du chemin, même sur le bord de ruisseaux qui ont été vus dans d'autres municipalités à l'extérieur de l'île. Bien, à un moment donné, il faut que tu agisses. Et puis, la façon d'agir au point de vue municipal, bien, c'est de la réglementation. Élisabeth, il y a également été question des travaux d'enrochement qui se poursuivent à l'île aux Coudres. Absolument. Un très gros chantier là, qui a débuté en mars dernier. C'est Oui. des travaux qui sont évalués à 8 millions de dollars. Et j'ai donc demandé à Patrice Desgagnés où en sont rendus les travaux et voici ce qu'il avait à dire sur le sujet.
C'est un plaisir, d'un, que ça soit débuté, et de deux, la vitesse où va l'enrochement. On parlait de pratiquement, vendredi passé, là, pratiquement pas loin du tiers de la pierre de posée. Fait que ça va un super de bon rythme. On est, en tout cas, on est très content là, de l'avancement des travaux. Là, puis il n'y a pas eu d'embûche à mener jusqu'à la date. Fait que c'est de bon augure pour des travaux d'enrochement qui vont se terminer avant l'été. Là. Alors, aucun retard à l'heure actuelle de la part de l'entrepreneur. Et Martin, après le transport des pierres et l'enrochement, il y a une nouvelle phase qui débute. Après l'enrochement, c'est les travaux de voirie qui vont commencer dans les secteurs où l'enrochement est terminé parce qu'on ne voulait pas briser du nouvel aménagement de voirie avec des travaux de pelle mécanique puis du transport de pierre. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, je pense que ça va être la voirie qui va embarquer. Fait qu'on s'enligne pour des travaux qui devraient être terminés en 2021. Oui, voilà pour le dossier de l'enrochement. Maintenant, il y a un autre sujet d'inquiétude à l'île aux Coudres, c'est la question des traversiers, parce que le NM Radisson est lui aussi en arrêt présentement. Donc, il ne reste qu'un traversier présentement pour l'île aux Coudres. C'est ça. À l'heure actuelle, il resterait seulement le Félix-Antoine Savard. Et donc, le bateau NM Radisson serait en évaluation parce qu'il y aurait un bris ou, en tout cas, on ne sait pas trop exactement la raison, mais il y aurait un problème au niveau du moteur. OK. Et si ça se poursuit, bien, pour la saison touristique, ça va être assez problématique parce qu'on connaît l'achalandage là, que peut connaître l'île aux Coudres. Alors, du côté de la Société des traversiers du Québec, on nous dit pas grand-chose à l'heure actuelle. On est en évaluation, donc on devrait avoir plus de détails dans les prochains jours. Oui. Et du côté de la mairie, donc de M. Patrice Desgagnés, on nous dit qu'on n'est pas inquiet et on fait confiance vraiment à la Société de traversiers du Québec. On peut entendre le maire là-dessus. Oui, je réitère toute ma confiance aux gens de la STQ dans ce dossier-là. Je parle avec eux souvent, ils m'appellent, ils m'informent. Et puis, je pense qu'ils sont vraiment en mode solution pour que ce soit réglé là, pour le début de la saison touristique. Quelle saison touristique on aura, mais il ne faut pas prendre pour acquis comme l'année passée qu'il n'y aura pas personne. Là. Ça n'a pas été le cas l'année passée. Puis je pense que si on va évoluer la situation de la COVID, on se dirige vers mi-juin, là, avec peut-être des ouvertures de la part de la santé publique. Puis je pense que les Québécois vont faire comme l'année passée, ils vont rester au Québec. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir le bon équipement les bons équipements pour assurer un service là, à l'île. Et je pense que la STQ là, travaille fort là-dessus. Elisabeth Pailleur, merci pour ces informations. Ça fait plaisir. En cette période de grand ménage du printemps, on a rencontré Annie Bouchard du Centre communautaire Pro-Santé qui nous explique comment il faut trier ce que l'on souhaite donner au suivant. Le printemps est arrivé et on se demande souvent quoi faire avec nos objets en trop. Est-ce qu'on peut tout apporter dans une friperie? J'ai demandé à Annie Bouchard du Centre communautaire Pro-Santé de nous répondre là-dessus. C'est quoi la quantité d'objets que vous pouvez recevoir là, par année? J'ai aucune idée, parce que c'est très difficile. Là. Vous comprenez si on comptait un à la fois, un morceau qu'on reçoit. Sauf que c'est sûr qu'on reçoit de plus en plus. La population est très généreuse, mais en même temps, on a un phénomène un peu particulier qui est aussi que les gens se débarrassent. Ou les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils apportent. Ça fait que nous, ça nous apporte de l'ouvrage incroyable. C'est pour ça que le reportage, c'est le fun, parce que les gens nous apportent encore des meubles et nous les laissent à l'extérieur quand on est fermé, sauf qu'on ne les prend pas, les meubles. Donc, pour nous, vous comprenez que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, juste au triage, puis à aller porter à Saint-Urbain. Donc, c'est du temps aussi d'essence. Quand les gens viennent nous porter des choses qui sont soit brisées, abîmées, tout ça, ou des meubles, bien, pour nous, ça nous apporte vraiment beaucoup d'ouvrage. On n'a pas le temps à se consacrer à l'essentiel là, de nos services, parce qu'on n'a pas juste la friperie là, comme service au centre communautaire. Voici quelques exemples d'objets qui ne sont pas admissibles. C'est qu'actuellement, on jette à peu près 75% de ce qu'on reçoit, malheureusement. Et on a eu un record dernièrement, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut recevoir. Donc, c'est juste de faire vraiment un meilleur tri pour donner une qualité aussi d'objets à la friperie, mais une qualité aussi de travail à mes employés. Ici, vous voyez, j'ai un petit chandail qui a été découpé.
je peux plus rien faire. Il n'y a personne qui va faire quelque chose avec ça. Écocentre à Saint-Urbain. Et pour ceux qui se disent, ouais, mais le textile, vous ne le récupérez pas. Nous, on ne le récupère pas. À l'Écocentre, ils vont l'envoyer à une autre organisation qui, eux, récupèrent le textile. Donc, ce n'est pas à nous, il faut vous l'apporter. C'est vraiment à l'Écocentre. Donc, ici, on a un chandail. Tu sais, oui, le tissu est encore beau, mais il est taché. Donc, quand c'est taché, si vous n'êtes pas capable de le faire partir, à l'Écocentre, parce que nous non plus. Il faut donc prendre le temps de se demander si l'objet peut avoir une seconde vie ou non avant de l'apporter à la friperie. Donc, on parle de tous les vêtements, enfants, hommes, femmes, donc de toute grandeur. L'important, c'est que les vêtements ne soient pas tachés, pas déchirés, qu'ils soient encore vraiment en bon état. Tu sais, pas l'élastique, là, lousse, tout ça. Toute chaussure, mais chaussure qui n'est pas déformée, qui n'est pas trouée, qui est en bon état, que le cuir est encore vraiment beau, parce qu'ici, on ne remet pas à neuf. Faut vraiment, on vend tel quel. On prend tous les livres, toutes les choses de décoration, sauf les meubles. Donc, il y a juste les meubles qu'on ne prend pas. Tout ce qu'il y a dans une cuisine. Des petits électroménagers, donc grille-pain, micro-ondes, fonctionnels, pas brisés. Toute vaisselle, donc vaisselle qui n'a pas d'éclat dessus, qui est vraiment encore impeccable. Des fois, on fait juste changer nos choses parce qu'on est tanné. Des fois, justement, dans le ménage du printemps, on achète des nouvelles choses, fait qu'il y a des choses qu'on utilise moins. Avec la pandémie, les besoins se sont accentués. Le centre communautaire Pro Santé a dû s'ajuster en conséquence. Je dirais au printemps dernier beaucoup plus, ce printemps-là un petit peu moins, donc on est quand même content. Mais quand on voit qu'il y a des besoins, on dirait que les besoins sont plus grands par contre. Donc comment je dirais ça, le revenu qui reste disponible après les dépenses fixes est soit très minime et des fois on le voit dans le négatif. Donc ils ne réussissent même pas à payer juste leur revenu fixe. Comment savoir ce qu'on peut apporter en friperie? C'est super simple. Soit qu'on nous appelle si on ne sait pas, donc en appelant au 418-435-2129. Sinon, là, tout ce qui est dans une maison, sauf les meubles, peuvent être donnés ici. Et comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on se dit qu'on donnerait à un ami ou à un membre de notre famille, on l'apporte. Sinon, tout le reste, l'Écocentre à Saint-Urbain, c'est fait pour ça, les écocentres. Et sinon, quand c'est vraiment rendu des déchets, on a un bac vert puis on a un bac de recyclage à la maison qu'on peut utiliser aussi. Donc, c'est pas de dire on vient porter au centre et ils trieront parce que, tu sais, vous allez nous éviter énormément. Des fois, on hésite, c'est pas grave. On va en faire un quand même tri, mais il faut pas que ce soit la majorité de ce que vous nous donnez, que ce soit comme ça. Donc, vous allez nous faciliter la vie, offrir une meilleure qualité à mes employés, mais également, pour l'environnement, c'est meilleur. Élisabeth Pailleur pour TVCO. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, une grosse nouvelle pour le Mont-Grand-Fond cette semaine. Oui, alors dès cet été, donc, le Mont-Grand-Fond qui va opérer à l'année, alors on parle de 4 saisons. Oui. Et ça, ça commence à compter du mois de juillet. Alors, il faut préciser que 3 sentiers pédestres vont être aménagés là-dedans, dont un qui compte 2,8 km de sentiers. Donc, pour les sportifs, là, on commence à jaser. L'offre est là. Et également, il faut savoir que le Mont-Grand-Fond envisage aussi d'offrir du fat bike et du vélo de montagne. Donc, encore une fois, là, si on veut y aller en profiter, c'est là qu'on va. Dès le mois de juin. Dès le mois de juin, c'est là que ça va partir. Une nouvelle qui est moins drôle, par contre, c'est que les courses de vélo Charlevoix, elles, ont été reportées en septembre. Oui, exact. Là, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas été cancellé, ça a été reporté. Oui, OK. Et j'aime ça prendre le temps de le préciser, bien sûr. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc là, les Grands Prix cyclistes, Microbrasserie Charlevoix, eux qui étaient prévus pour le 8 juin, ont été déplacés au mois d'août, les 7 et 8 août. Donc, on a décalé ça d'à peu près 2 mois, si je calcule. Donc, c'est quand même pas si pire que ça. Le Grand Fondo, lui, qui avait été présenté par l'Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix, a été remis aussi au 8 août. Là, par contre, c'est plus les Coupes Québec-Canada, eux, là, qui ont été remis là, au 25 et 26 septembre, parce que là, ça englobe beaucoup de participants qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est la raison. On espère qu'avec la vaccination, on va être en mesure de tenir ces courses-là. Parce qu'il y a oui. encore une approbation à avoir. Oui, bien c'est ça. Tu sais, je lisais un peu les commentaires des organisateurs. Puis vraiment, tu sais, on travaille vraiment, là, on repousse, on met un plan sanitaire en place, vraiment très, très strict et préparé. Oui. Et là, par contre, à un moment donné, il reste juste à se croiser les doigts que, rendu à ces dates-là, ce soit avec les vaccins, ce soit propice à tenir des événements d'envergure, comme on parle, comme ceci. Et est-ce que ça sera également propice pour, je vais dire, la Ligue canadienne de football qui, Oui. cette année, voudrait tenir des activités, avoir une saison? C'est ça, Alors, oui. On sait que l'an dernier, il n'y a pas eu de Oui, saison. C'est ça. La différence l'an dernier, c'est que ça avait été annulé, mais c'est parce qu'aussi l'an dernier, il n'y avait aucun plan de proposé.
Donc là, cette année, en OK. 2021, là, on a préparé un plan qu'on voudrait offrir pour dès cet été. Oui. Donc là, ce qui est envisagé, c'est que le calendrier, qui, ordinairement, était prévu pour le 10 juin. Là, ce calendrier-là va être repoussé au 5 août. Donc, c'est quand même pas si pire, là, un petit décalage. Ouais. Ça se prend bien là-dessus. Donc là, les matchs vont passer de 18 à 14. Donc, on va rétrécir le calendrier pour pas non plus finir ça en pleine neige aussi. Il faut le Quoi que c'est mentionner. toujours amusant de voir du football Oui, en neige. ouais, mais c'est quand toujours même. amusant. Ben écoute, la finale va être jouée à Hamilton le 12 décembre. Donc, ça se peut qu'on fasse la Ça se finale peut. dans la neige. Et comme je disais, là-dessus, ça va être un processus en 2 temps pour le protocole sanitaire. Donc là, de un, il faut que le protocole soit accepté par les provinces respectives, hein, parce Oui. qu'on le sait que là-dessus. Et par la suite, une fois que c'est fait, là, on rentre en négociation, les dirigeants avec les autorités fédérales, pour être sûr que vraiment, on accepte, ça passe à sécuritaire, allons-y. Et présentement, là, les chances d'avoir du football sont très bonnes. Donc, on répète, là, la date d'ouverture de la saison, c'est prévu pour le Le 5 août, 5 août? oui, l'ouverture de la saison. Bon, et bien sûr, en votre compagnie, Maxime, on ne Oui. peut pas parler de sport sans parler du Canadien. Ah, j'aime ça. C'est un sujet qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui arrive avec les Canadiens? Rapidement, pouvez-vous Ben, nous faire écoute, le point oui, là-dessus? Rapidement, ben là, on va avoir, c'est une fin de mois d'avril extrêmement importante pour le Canadien. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours le 4e rang avec 49 points. Mais derrière nous, là, il y a les Flames qui nous talonnent. OK. Et l'important, c'est que les 3 prochains matchs du Canadien au moment où on se parle, c'est contre les Flames. Donc ça veut dire que si on est capable de remporter minimum 2 matchs sur 3, je pense que selon moi, le CH vient de s'acquérir son billet pour les séries. Alors, ça va jouer là, dans la prochaine semaine. Là-dessus, on comprend que vous allez revenir la semaine prochaine nous faire état de la situation. Mais avant de Absolument. terminer, qu'est-ce qui arrive avec Carey Price? Est-ce qu'on le sait? Oui, bien, Price s'est blessé. Le commotion cérébrale, Ouais. il est revenu. Là, ça va pas trop bien. Donc là, présentement, c'est Jake Allen qui a le filet numéro 1. Oui. Kaden Primo, lui, a le filet numéro 2. Et on a Lindgren qui est un peu sur l'équipe de réserve. Mais là, Price, on disait, la commotion cérébrale ne va pas très bien. Était revenu, il est reparti. Donc, je vous le dis, là, peut-être pour les 2 prochaines semaines, là, je pense qu'il va être sur le repos. Pensez-vous pour qu'on revenir va en voir force. le petit nouveau Primo devant les buts du Canadien cette semaine? Ben écoutez, le Canadien a 2 matchs en 2 soirs en fin de semaine. Donc oui, ça a été confirmé le presque que Kaden Primo va avoir au moins un match d'action là-dessus. S'il fait bien, peut-être davantage, mais là, partez pas en peur parce que c'est toujours bien Jake Allen qui est le filet numéro 1 en l'absence de Price. Là. Et on en reparle ensemble la semaine prochaine. Absolument. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une belle semaine.